Si vous étiez piégé sur une île et forcé de jouer à un jeu d'enfant brutal où tous les perdants sont exécutés, que feriez-vous ? Ce type est l'homme le plus chanceux du monde. Guyenne, ici présent, vient de jouer les dernières économies de sa vie sur un hippodrome et parvient à gagner 4 millions de wons. Récupérant l'argent au guichet, il sort dépenser son nouvel argent durement gagné et sort pour appeler sa famille avec la bonne nouvelle. Mais c'est alors qu'il remarque une bande d'usuriers qui s'approche de lui et réalise que sa chance vient de s'épuiser. Paniqué, il retourne en courant à l'intérieur pour leur échapper, mais se heurte à cette femme et tombe à terre en réalisant que ce pickpocket vient de lui voler tous ses gains. Les usuriers le coincent finalement dans les toilettes pour recouvrer sa dette, mais lorsqu'il vérifie sa poche, il constate qu'elle a été éventrée et que son argent a disparu. Sans rien à récupérer, il est contraint de signer son contrat avec son sang, en promettant de les rembourser dans un mois. Déprimé, Guyenne s'assied sur le banc du métro pour attendre le prochain train du retour. Quand un homme d'affaires s'approche pour lui parler, il demande si quelqu'un ici veut jouer à un jeu et le Guyenne pense que c'est juste un vendeur ennuyeux. Mais il ouvre alors sa mallette, révélant des piles d'argent et 2 carrés de papier pliés. Le vendeur l'invite à jouer au jeu de cartes, lui promettant de lui donner 100 000 à chaque fois qu'il gagnera. Mais il devra payer le vendeur s'il perd. C'est un pari ridicule. Les deux ont tout à gagner. Guyenne décide qu'il est dans les endroits fous. Il plie du papier sur le sol et le Guyenne essaie de le retourner, mais il ne parvient qu'à faire sauter la tuile rouge. Il a échoué, mais lorsque le vendeur prend son tour, il le retourne du premier coup. Guyenne dit à l'homme qu'il n'a pas l'argent pour le payer, mais le vendeur lui propose de réduire sa dette en échange d'une gifle. C'est une offre qu'il ne peut refuser et qu'il veut absolument gagner. Il prend une gifle pour continuer à jouer. Il continue à perdre chaque tour, recevant gifle sur gifle, jusqu'à ce qu'il finisse par jeter sa tuile et retourner le papier du vendeur. Guyenne vient de gagner 100 000 $ en jouant à un jeu d'enfant, mais ce n'est pas aussi innocent que cela peut paraître. C'est un jeu auquel jouent les écoliers coréens, et il est si populaire que le jeu est même télévisé pour le divertissement de masse. Maintenant, même s'il a gagné cette fois-ci, le Guyenne va bientôt devoir jouer dans 6 des jeux de la mort les plus terrifiants que vous puissiez imaginer. Et au lieu d'une gifle, il devra bientôt jouer avec sa vie. Le vendeur lui dit qu'il peut gagner encore plus d'argent en jouant à d'autres jeux pour enfants, mais il décline l'offre. C'est alors que le vendeur se lève et révèle qu'il connaît le montant exact de l'argent que Guyenne doit aux usuriers et qu'il sera tué s'il ne le rembourse pas. Le Guyenne lui demande comment il sait cela, et le vendeur lui tend une carte de visite, lui disant d'appeler s'il veut rejoindre la compétition de sa vie. Le Guyenne considère son offre, mais ce sera la plus grosse erreur de sa vie, en célébrant sa nouvelle chance. Il rentre chez lui pour dîner avec sa mère, mais celle-ci sait que l'argent vient du jeu. Elle lui dit que son ex-femme a l'intention de déménager en Amérique. Il ne pourra voir sa fille que s'il a les moyens financiers de prouver qu'il peut s'en occuper. Guyenne est dévasté et réalise qu'elle a raison. Il décide d'appeler le numéro figurant sur la carte de visite, disant au vendeur qu'il accepte son offre de jouer une autre partie plus tard dans la nuit. Il attend dehors qu'on vienne le chercher quand une camionnette s'arrête sur le trottoir. En montant à l'intérieur, il commence à remarquer que tous les autres passagers sont endormis. Mais quand la camionnette commence à se remplir de gaz toxique, le Guyenne réalise qu'il n'est qu'un gros bras et se fait assommer. Lorsque l'homme ouvre les yeux, il se réveille pour se trouver allongé dans un lit superposé, entouré de centaines d'autres personnes et de lits de camp comme lui. Ils portent tous des uniformes avec des numéros, et alors que tout le monde se rassemble au centre de la pièce, la porte d'entrée s'ouvre et une équipe de gardes entre. Cet homme au masque carré leur dit qu'ils vont jouer dans 6 portes différentes, et que ceux qui réussiront les 6 parties recevront un prix en espèces. Cet homme exige de savoir pourquoi ils ont été amenés ici, et le garde appuie sur un bouton qui diffuse un montage de plusieurs personnes se faisant gifler.
Toutes les personnes présentes dans cette pièce croulent sous les dettes, et elles ont toutes été invitées ici pour gagner assez d'argent pour les rembourser. Les joueurs se sont tous alignés pour signer des formulaires de consentement, avec 3 clauses stipulant qu'ils doivent continuer à jouer, que s'ils refusent de jouer, ils seront éliminés et que les parties peuvent être terminées si la majorité des joueurs acceptent d'arrêter. Après avoir été traités, ils sont tous emmenés à leur première partie, entrant dans une pièce extérieure avec une énorme clairière, et devant eux une poupée géante se tenant à l'autre bout du terrain. Guyenne reconnaît alors l'un des joueurs comme étant son ami d'enfance Sanu, et s'approche pour le saluer. Soudain, les portes derrière eux se ferment et les concurrents apprennent qu'ils vont jouer à un jeu d'enfants au feu rouge et au feu vert. Les joueurs doivent courir jusqu'à la ligne d'arrivée pendant que la poupée regarde au loin, mais si elle se retourne et attrape le film, ils seront éliminés. Ils n'ont que 5 minutes pour franchir la ligne d'arrivée, et c'est alors que le jeu commence. Les joueurs commencent à courir à travers le terrain, tandis que la poupée annonce soudainement la lumière rouge avant que quiconque ne s'y attende, et ce joueur est pris complètement au dépourvu. Elle repère l'homme qui tente toujours de retrouver son équilibre, et une voix annonce qu'il est éliminé. Soudain, un coup de feu retentit et le joueur s'effondre au sol, immobile. Il vient d'être abattu et réalise qu'on l'a piégé en le faisant jouer à un jeu de la mort. Tout le monde commence à courir vers les sorties, mais la poupée détecte chaque mouvement et les balles commencent à voler. Lorsque les tirs s'arrêtent, plus de 100 personnes ont été tuées et les joueurs survivants sont figés dans la peur. La poupée retourne sa tête, annonçant son feu vert, et le groupe se remet en mouvement. Déterminé à s'en sortir vivant, en utilisant ce type comme un bouclier. Cette fille se glisse astucieusement derrière un autre joueur pour se cacher du citerne. C'est la même fille qui a volé l'argent du joueur plus tôt lorsqu'il fuyait les usuriers et sans hésiter, elle tire les hommes vers le bas pour se lancer en tête du peloton. Je tente ici d'avancer, mais il est attrapé par le joueur blessé qui le supplie de l'aider. Un seul faux mouvement et il va se faire tuer. Mais heureusement, la poupée se retourne juste à temps et il se défait de l'emprise de l'homme. Il reste maintenant 1 minute et les joueurs commencent enfin à atteindre la ligne d'arrivée. L'homme n'est plus qu'à quelques mètres d'être ce jeu, mais au moment où il fait un pas en avant, il trébuche sur un cadavre. Il est sur le point de tomber dans le sol, mais un autre joueur lui sauve la vie, le soutenant jusqu'à ce que la poupée annonce le feu vert. Avec seulement 3 secondes sur le chronomètre, Guyane saute dans les airs et franchit enfin la ligne d'arrivée. Les joueurs qui n'ont pas encore franchi la ligne sont tout brutalement abattus, et les survivants lèvent les yeux et remarquent un toit massif au-dessus d'eux. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur une île privée au milieu de nulle part, et que la seule façon de s'en sortir est de gagner. C'est un jeu en moins, il n'en reste plus que 5. Après le jeu, les gardes viennent féliciter les survivants d'avoir réussi et annoncent que 255 joueurs ont été tués. C'est un chiffre effrayant et elle a peur pour sa vie. Cette femme s'avance, suppliant l'homme de la laisser rentrer chez elle. Plusieurs autres joueurs se joignent à elle pour protester, mais c'est fini. Cet énorme tirelire descend au-dessus d'eux et commence à se remplir de plus d'argent qu'ils n'en ont jamais vu de leur vie. Les survivants sont choqués lorsque l'homme masqué annonce à tous qu'ils ont la possibilité de gagner 45,6 milliards de wons, mais que si quelqu'un part, il n'aura pas un seul centime. Sur ce, une machine à voter est installée devant eux et ils votent tout. Mais la majorité des joueurs acceptent de partir. Les hommes masqués leur disent qu'ils peuvent toujours revenir si une majorité accepte de concourir à nouveau et les joueurs sont renvoyés chez eux. Il s'avère maintenant que chacun d'entre eux se rend compte que leur vie à l'extérieur est bien pire que dans leurs souvenirs, et John revient ici pour continuer à jouer. Mais ils vont tous le regretter instantanément car ce prochain jeu de la mort est encore plus foireux que le précédent. Les camionnettes les emmènent sur l'île privée, où une équipe d'ouvriers les habille avec leurs uniformes et les joueurs se réveillent enfin au même endroit, comme s'ils n'étaient jamais partis. Plus tard dans la nuit, Guyane parle de son ami d'enfance et lui suggère de faire équipe pour le prochain match afin d'augmenter leurs chances de gagner. L'homme convient qu'il est sage d'unir ses forces et repère le joueur qu'il a sauvé lors du dernier match. Le Guyane insiste pour que cet homme les rejoigne aussi. C'est alors que le vieil homme demande s'il peut aussi faire partie de leur équipe, et Guyane l'accepte avec joie dans le groupe. Mais son ami n'est pas heureux lui. C'est quelqu'un d'aussi vieux qui rejoint leur équipe. Le lendemain matin, tous les joueurs sont conduits dans une nouvelle arène et alors qu'ils entrent, ils se battent contre un terrain de jeu surdimensionné devant eux. Une voix leur ordonne de s'aligner devant l'une des 4 formes présentes sur les murs,
et leurs choix sont un cercle triangle étoile, un parapluie en chanson. L'homme ici présent a un flashback de son enfance et réalise soudain ce qu'est ce jeu, mais l'homme ne dit à personne ce qu'il vient de découvrir. Guyenne lui demande s'il devrait tout choisir la même forme, mais il rejette l'idée, suggérant qu'ils devraient se séparer pour réduire le risque. Finalement, les portes s'ouvrent alors que l'annonceur leur demande de prendre une caisse des tables et les joueurs trouvent un mince morceau de caramel éponge dure avec une forme au milieu. Ils devront utiliser l'aiguille pour faire sortir la forme en 10 minutes, mais s'ils la craquent, ils seront exécutés. Le jeu commence, et John ici présent commence prudemment à casser des morceaux de bonbons, mais un autre joueur casse immédiatement son nid d'abeille en deux. Sans hésiter, le garde sort son pistolet et abat l'homme, faisant de lui la première victime de ce jeu. Cela déclenche une réaction en chaîne, d'autres personnes étant exécutées sans pitié. Ian transpire à cause de la pression. Le parapluie est la forme la plus difficile à couper, mais soudain l'homme a une révélation, voyant les perles de sueur tomber sur le bonbon. Il réalise qu'il pourrait être en mesure de le faire fondre avec sa salive provenant de la bouteille, car le contour de la forme est plus fin que le reste du nid d'abeille. Il commence à lécher le caramel tandis que les autres joueurs lui emboîtent le pas et, alors qu'il ne reste plus que 12 secondes au chronomètre, il brise désespérément son nid d'abeille, démoulant parfaitement le parapluie. Malgré tous les obstacles, il a encore gagné. Ça fait 2 parties et il en reste 4. Tous les joueurs retournent dans la salle principale où sont annoncés les résultats de la deuxième partie. 79 personnes ont été tuées, 108 sont restées debout, et cela fait maintenant 34,8 milliards de won en banque. Plus tard, les joueurs se réuniront pour l'heure du déjeuner, mais lorsque les derniers d'entre eux se sont approchés pour prendre de la nourriture, ils sont choqués de constater qu'il n'y a plus rien en colère. L'homme crie au gardien d'être injuste, mais soudain cette fille se lève et pointe du doigt à travers la pièce, disant à tout le monde que ces joueurs-là ont coupé la file pour prendre des secondes. L'homme s'approche du gangster et essaie de lui arracher l'eau de la main, mais il est maîtrisé et la bouteille se brise sur le sol. Ce type est furieux. Il se jette à terre et commence à le battre à mort alors que les gardes ne font rien pour l'arrêter. Tout à coup, le tableau d'affichage annonce qu'un autre joueur est mort et que le prix total en espèces a augmenté de 100 millions de wons. 2 gardes entrent pour emmener le corps tandis que tout le monde regarde la guerre, réalisant que ce jeu est devenu beaucoup plus dangereux. Plus tard, Seung dit à son équipe de rester éveillée ce soir au cas où il serait attaqué. Les autres groupes se préparent à se battre, mais Dieu ici connaît cette fille à l'autre bout de la pièce et la reconnaît comme la pickpocket qui a volé son argent. L'homme s'approche et l'invite à rejoindre l'équipe, mais elle rejette son offre, insistant sur le fait qu'on ne peut faire confiance à personne ici. Cette nuit-là, ils se mettent tous dans leur lit et attendent nerveusement que les gardes quittent la pièce. Une fois les lumières éteintes, plusieurs personnes commencent lentement à quitter leur lit, à la recherche d'une victime facile. Soudain, cette joueuse panique lorsqu'un voyou l'attrape et la poignarde à mort. Ce seul meurtre provoque une réaction en chaîne, et tous les autres joueurs commencent à s'entretuer pour de l'argent. Gillen et son équipe tentent de se défendre, mais ils entendent en fait le vieil homme qui supplie tout le monde d'arrêter de se battre. Et lorsque les lumières se rallument, les gardes se précipitent dans la pièce, mettant un terme à la folie. Le lendemain matin, tous les joueurs se réveillent, mais on remarque à quel point le vieil homme est fatigué et on découvre qu'il est resté debout toute la nuit à surveiller l'équipe au cas où quelqu'un les attaquerait. Il est épuisé, mais il n'a plus le temps de se reposer car le 3e match est sur le point de commencer. Les joueurs sont conduits dans une salle blanche où on leur demande de se diviser en groupes de 10. Sang-Ho se rend compte qu'un jeu d'équipe pourrait signifier un défi physique et pense qu'il devrait trouver des hommes plus forts pour les rejoindre. Le groupe se sépare pour chercher d'autres joueurs, mais comme le temps presse, ils ne parviennent à faire entrer que les parias, réalisant que 3 femmes maigres et un vieil homme pourraient les désavantager sérieusement. Les groupes sont emmenés dans une autre pièce où ils voient 2 plateformes massives, et on leur dit que le jeu d'aujourd'hui est le tir à la corde. Ils devront tirer sur la corde jusqu'à ce que l'autre équipe tombe de la plateforme et meure. Les gardes tirent au sort pour décider qui sera le premier lorsque ce sera enfin leur tour. Ian et son équipe se lèvent pour voir qui ils vont affronter, mais ils découvrent que leurs adversaires sont tous plus forts qu'eux. Ils sont complètement dépassés et savent qu'ils ne pourront pas les battre par la force brute.
Mais alors qu'ils prennent l'ascenseur jusqu'à la plateforme, le vieil homme leur dit qu'il sait exactement comment gagner. Guillen se place à l'avant pour jouer le rôle de leader et le joueur le plus fort est placé tout au fond. Le groupe se place alternativement sur les côtés, les pieds pointés vers l'avant, et dès que le jeu commence, ils se penchent tous en arrière aussi loin que possible, en utilisant tout leur corps pour tirer la corde. Grâce à cette technique, ils parviennent à prendre l'avantage dès les 10 premières secondes et à rapprocher l'autre équipe du bord, mais cela ne dure pas longtemps. Leurs adversaires reprennent leur souffle et le groupe perd pied en se rapprochant du bord de la plateforme. Mais c'est alors que l'on chante. Oh, voici une idée brillante. Il crie à tout le monde de faire 3 pas en avant à son signal et sans autre plan, ils le font. Comme il le dit, le groupe fait un pas en avant, déséquilibrant l'autre équipe et la faisant tomber au sol. Maintenant, avec l'avantage, l'équipe de Guillen est finalement capable de tirer les autres de la plateforme, et comme la lame coupe la corde, les joueurs s'effondrent juste heureux d'être en vie. C'est ainsi qu'ils ont gagné 3 parties, et il n'en reste plus que 3. Demain matin, les joueurs sont amenés dans une autre pièce où ils reçoivent des instructions pour le prochain jeu. Ils devront faire équipe avec une autre personne et ils ont 10 minutes pour trouver un partenaire. Les joueurs commencent immédiatement à chercher quelqu'un qui pourrait les aider à gagner, mais ils remarquent qu'ils ignorent tout le vieil homme qui s'approche de lui. Il tend la main en proposant d'être son partenaire, et les deux se rejoignent à la fin. La seule personne qui n'a pas de partenaire est cette femme, et avec un nombre impair de joueurs, tous les autres partent pour le jeu tandis qu'elle est emmenée par les gardes à l'intérieur de l'arène. Les joueurs sont conduits dans 3 pièces qui ressemblent à un vieux quartier coréen et reçoivent chacun une pochette remplie de 10 billes. Le vieil homme dit à son partenaire qu'il était doué pour jouer avec elle quand il était enfant, mais leur fait promettre d'être les meilleurs amis du monde s'il veut avoir une chance de survivre à ce jeu. Soudain, une annonce indique aux joueurs qu'ils doivent utiliser les billes pour jouer à un jeu de leur choix et prendre les 10 billes de leur partenaire pour gagner. Sun décide ici de jouer à un jeu de cote ou de paire, et son partenaire n'a jamais joué auparavant. Mais après seulement quelques tours, Ali ici a réussi à prendre le dessus sur lui, gagnant toutes ses billes sauf une. L'homme est dévasté, et il supplie son partenaire de l'aider à survivre, demandant une dernière chance de jouer contre les autres équipes pour prendre leurs billes à la place. Son partenaire décide de lui faire confiance, et c'est ainsi que son demande la pochette de l'homme, la plaçant sous sa veste. Il l'échange secrètement avec la sienne avant de dépouiller sa chemise pour créer une écharpe accrochant sa pochette autour du cou de l'homme. Il lui dit de partir, cherchant d'autres adversaires, et l'homme s'en va sans son partenaire. Il met sa dernière bille dans la pochette pleine qu'il a volée et la remet au gardien pour devenir le vainqueur. C'est un sale tour à jouer, mais il a fait ce qu'il fallait pour survivre. Pendant ce temps, Guillen joue contre le vieil homme, trichant à chaque tour jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une bille en moins. Réalisant qu'il est sur le point de perdre, il décide de se rendre à son meilleur ami, et Guillen s'effondre en larmes avec toutes les billes de Ted. Il repart gagnant alors que le vieil homme se fait tuer, et avec 4 parties de perdues, il n'en reste plus que 2. Les vainqueurs reviennent dans la pièce principale, et ils sont tous surpris de voir que cette femme est toujours en vie. Elle explique qu'elle n'avait personne à qui confier le jeu, ce qui lui a permis de passer l'épreuve. Après tout ce qu'ils ont vécu, les autres sont furieux. Le lendemain matin, tous les joueurs se réveillent en voyant un groupe de gardes arriver avec un cercueil, et ils se rendent compte qu'un de leurs camarades de jeu a décidé d'abandonner pendant la nuit. En levant les yeux, ils regardent la vie de l'homme se transformer en argent froid et dur, et c'est à ce moment que le PA annonce que la 5e partie est sur le point de commencer. Le groupe est emmené dans une pièce où se trouve une rangée de mannequins portant des gilets numérotés, et on leur dit que chacun doit en choisir un pour son prochain défi à relever. Chacun fait son choix. Mais lorsque Guillon se lève enfin pour choisir, les seuls numéros qui lui restent sont les numéros 1 et 16, il envisage de ne prendre personne, même si cela signifie qu'il sera le premier. Mais ce joueur demande à avoir le numéro à la place, et il accepte de le laisser le prendre. Enfin, ils sont amenés dans la salle de jeu et le présentateur leur annonce qu'ils vont jouer au tremplin de verre. Le premier joueur enlève ses chaussures et s'approche du pont. Nerveux, il saute sur le premier carreau et fait des mouvements osseux sur le second. Horrifié, l'homme tombe directement à travers la vitre. Les autres joueurs n'ont d'autre choix que de continuer, et d'autres personnes commencent à traverser le pont de verre. Un par un,
Il dégringole vers le sol en révélant lentement un chemin de panneaux stable que les autres peuvent suivre. Avec les 8 premiers joueurs morts, ce n'est pas au tour du gangster de mener le groupe, mais il refuse d'avancer, disant aux autres de le précéder s'ils veulent passer. Tout le monde derrière lui commence la panique. Il leur reste encore 5 panneaux et le temps leur est rapidement compté. Soudain, le gangster se retrouve face à face avec cette femme, et elle se moque de lui parce qu'il est un lâche. Elle saute sur sa plateforme et l'entoure de ses bras, menaçant de le tirer du rebord s'il ne continue pas. Mais avant que le gangster ne s'en rende compte, il brise le panneau de verre et tombe tous les deux vers la mort, avec seulement une poignée de survivants et moins de 3 minutes restantes. Cet homme s'accroupit pour inspecter le panneau devant lui. Sanju le supplie de continuer à avancer, mais il lui révèle qu'il a été verrier pendant 30 ans et qu'il peut dire quels panneaux sont trempés à partir du reflet. L'homme saute en avant sur un panneau stable et il réalise que sa théorie fonctionne. Mais c'est alors que le jeu décide de rendre les choses plus difficiles et éteint les lumières pour qu'il ne puisse pas faire la différence. Paniqué, le zingue réalise qu'il ne pourra plus voir les reflets, mais le verrier a un dernier tour dans son sac. Il demande un objet à lancer sur les panneaux, expliquant que le verre trempé et le verre ordinaire produisent des sons différents. On n'entend pas les passes sur la bille qu'il a encore, et le verrier lance devant eux. Mais avec moins de 25 secondes restantes, Sao décide de prendre les choses en main. Il pousse l'homme vers l'avant, brisant le verre en morceaux et, la voie étant libre, tout arrive de l'autre côté. Lorsque le chrono atteint 0, les panneaux de verre restants explosent soudainement et les éclats volent dans les airs, blessant les 3 survivants. C'est ainsi que 5 jeux ont été faits et qu'il en reste un. Plus tard, les joueurs sont récompensés pour avoir survécu à la partie finale et reçoivent la première vraie nourriture. Ils ont eu un rendez-vous affamé, les hommes creusent dans leur steak, réalisant que cela pourrait être le dernier repas de leur vie où ils finissent de manger. Le personnel leur laisse leur couteau à steak, et selon toutes les apparences, le prochain match sera un combat vicieux à mort ce soir-là. Guion décide ici de s'approcher de la fille pour parler. Il lui demande ce qu'elle fera si elle survit, et la fille révèle qu'elle veut faire sortir sa mère de Corée du Nord pour que leur famille puisse se réunir. C'est un moment délicat, mais soudain on regarde et remarque les autres joueurs affalés dans son lit. Il s'est endormi, et l'homme réalise qu'il a l'occasion parfaite de le tuer. Il sort son couteau à steak et fait un pas en avant lorsque la fille l'arrête, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas jouer de cette façon. Il hésite, mais l'homme sait qu'elle est blanche et range le couteau. C'est alors qu'il entend la fille haleter et se retourne, choqué, pour la trouver penchée sur le lit. Il se rend compte qu'elle a été blessée par le verre volant lors du dernier match. Inquiet, il court vers la porte d'entrée et crie au personnel de soigner ses blessures. À sa grande surprise, les lumières s'allument soudainement et les employés entrent dans la pièce en portant un cercueil. Mais ils ne sont pas là pour l'aider. Guillen regarde derrière eux et voit Zingu debout au-dessus du lit de la jeune fille, son couteau trempé dans son sang. Furieux, Guillen va l'attaquer, mais un garde intervient et pousse le joueur au sol. Alors qu'il hurle de fureur, le cercueil se referme sur le corps de la femme, laissant les 2 derniers joueurs avec un dernier jeu. Les 2 hommes sont emmenés dans un couloir où l'on tire à pile ou face pour décider qui sera en défense ou en attaque, en prenant des engins triangulaires, et ici gagne le pile ou face et choisit de jouer l'attaque avant que l'on dise finalement aux joueurs que pour le dernier tour, ils joueront le jeu du calmar en tant qu'attaquant. Ce dernier doit entrer dans le terrain en forme de calmar et taper du pied à l'intérieur d'un cercle de l'autre extrémité pour gagner. Le défenseur gagne s'il parvient à éjecter l'attaquant hors du terrain, mais toute forme de violence est permise. La dernière personne debout sera le gagnant. Soudain, le ciel s'assombrit et il se met à pleuvoir alors que les 2 joueurs prennent position, déterminés à se venger de la jeune fille. Gut se dirige vers son ami d'enfance et commence à brandir son couteau, mais l'autre joueur parvient à l'étrangler. Les 2 hommes s'affrontent, et alors que les joueurs sont enfermés dans un combat de lutte, son adversaire ramasse son couteau avant de poignarder Guillen profondément dans la cuisse. Il repousse l'autre joueur d'un coup de pied, mais avec ses blessures, il peut à peine se défendre. L'homme s'approche de lui et tente de mettre fin à sa vie, mais Dieu ne renonce pas à attraper le couteau à la dernière seconde et lui mord la cheville, obligeant l'homme à reculer. Épuisé, il grimpe sur son ami et le frappe au sol. Songdo est trop faible pour continuer, et même s'il a l'occasion parfaite de le tuer, Guillen lui épargne la vie.
Se relevant, il demande au garde quelle est la clause numéro 3 et s'il est toujours possible de participer au jeu si les deux joueurs acceptent d'abandonner. Il tend alors la main à son ami, lui disant qu'ils peuvent tous deux rentrer chez eux, mais l'homme décide de se sacrifier, laissant Guyenne gagner par défaut. Il a terminé les 6 parties et gagné 45 milliards de wons, mais il vient de perdre son ami dans le processus. Il est ramené sur le continent et abandonné sur un trottoir avec une carte de débit spéciale comme récompense lorsqu'il la met dans un distributeur. Il découvre qu'elle est remplie de l'argent du prix du jeu de la mort. 1 an plus tard, Guillaume est malheureuse et n'a pas touché à l'argent qu'il a gagné. Mais alors qu'il est assis au bord d'une rivière, une femme lui demande d'acheter une de ses fleurs avant qu'elle ne se fane. Il paie pour une seule rose et elle la lui donne. Mais il découvre alors qu'une enveloppe y était attachée avec un ruban rose. En l'ouvrant, il s'aperçoit qu'il s'agit d'une carte de visite du vieux monsieur, qui l'a invité à une réunion en ville. Se rendant à l'adresse, il entre dans l'immeuble et est choqué de trouver le vieil homme allongé dans un brancard. D'une certaine manière, il ment encore et exige une explication sur son identité. Le vieil homme lui dit qu'il a créé les jeux de la mort et que la seule raison pour laquelle il les a rejoints était qu'il pouvait se sentir à nouveau comme un enfant. Kian est complètement dégoûté, mais le vieil homme meurt avant de pouvoir répondre à une autre de ses questions, plusieurs jours et une coupe de cheveux folle. Plus tard, alors qu'il se rend à l'aéroport pour rendre visite à sa fille, il aperçoit quelqu'un qui gifle un type sur le quai et réalise qu'il s'agit du joueur sombre qui lui a donné la carte de visite. Furieux, il court de l'autre côté des voies pour affronter l'homme, mais celui-ci a déjà pris le train et est parti. Il s'approche alors de la personne avec laquelle il jouait et voit qu'on lui a donné une carte qu'il lui prend des mains. Il découvre que c'est une invitation au jeu de la mort. Plus tard, il est sur le point d'embarquer dans son avion et décide d'appeler le numéro figurant sur la carte. Il demande à savoir qui sont les kidnappeurs, mais la personne à l'autre bout du fil leur dit de monter à bord. Cela rend Kian furieux, et il fait demi-tour, décide d'arrêter le jeu du calmar avant l'autre personne mourir.